Cette présentation propose une restitution partielle donc d'un travail collectif, comme ça vient d'être dit, réalisé par le groupe qui s'appelle toujours Impact. Et vous voyez le déroulement de ce sigle dans l'en-tête de la diapositive. Impact, c'est l'intermédiaire de la production artistique, autonomie et organisation de la création. C'était aussi pour séduire les financeurs. Impact, ça fait des chercheurs qui cherchent. Et donc il s'agit d'un programme financé sur 3 années, de 2009 à 2012, et qui est actuellement en phase de publication. Et notre question de recherche consistait avant tout à situer la place des intermédiaires et des prescripteurs dans les mondes de la création culturelle. Et notre réponse est indiquée de manière lapidaire dans le titre même de cette présentation. Intermédiaires et prescripteurs, comme vous le voyez dans le titre, sont au centre de la création. En tout cas, plus au centre qu'on ne le pense d'habitude. Et c'est le cheminement de cette recherche et ces grands résultats que je vais vous présenter au nom du groupe qui a réalisé ce travail, groupe que je présenterai à la fin, dont vous voyez les principaux animateurs là sur l'introduction. Donc cette intervention sera structurée en 3 temps. D'abord, je vais vous présenter la démarche d'ensemble, notre argument général, l'idée que nous voudrions retenir du travail qui a été conduit. Dans un deuxième temps très bref, l'état de l'art, concernant les intermédiaires et les prescripteurs culturels. Et le troisième temps de cette présentation combinera 3 points de vue qui sont complémentaires sur l'intermédiation culturelle, allant de l'échelle macro à l'échelle micro, de ce que nous avons appelé les systèmes d'intermédiation aux pratiques d'intermédiation. Alors, l'argument général, l'idée que les intermédiaires et les prescripteurs sont au centre de la création, de la production culturelle, corrige une idée du sens commun selon laquelle ces acteurs ne seraient que des auxiliaires. L'art, comme le dit le sociologue américain Howard Becker, est bien une action collective, ça on part de ce point de vue, mais la place des intermédiaires et des prescripteurs dans cette action n'est pas fixée une fois pour toutes et mérite d'être étudiée en propre. La deuxième rupture qu'il faut opérer pour cela consiste à ne pas placer ces intermédiaires en position de tiers entre les créateurs et le public, je vais y revenir, et nous avons montré, on a essayé de montrer au contraire, qu'ils étaient des parties prenantes de la création, conçue comme cette action collective de la production culturelle des œuvres en tant que telle. Alors on a mis un exemple, ce qui est marqué comme indice historique, l'auteur comme invention d'intermédiaire, l'auteur d'écrivain, en tout cas l'auteur de livre. Ça renvoie donc à la genèse de cette figure de l'auteur à travers le droit d'auteur, la licence du droit d'auteur. Le paradoxe est que ce sont les imprimaires libraires parisiens qui ont été les premiers à affirmer ce principe du droit d'auteur dans un conflit avec les libraires provinciaux à la fin du XVIIIe siècle. Je résume très vite, mais la figure juridique de l'auteur naît d'un conflit entre les commercialisateurs de livres, et donc pas de la revendication propre, pas seulement de la revendication propre. Alors, si les intermédiaires et les prescripteurs font au sens fort les créateurs, les producteurs et les œuvres, il faut donc revoir les représentations du processus créatif, de production culturelle. Les intermédiaires ne se situent pas au milieu d'une chaîne de production qui commence avant leur intervention et se poursuit plus loin vers les publics. Le schéma de cette diapositive synthétise le déplacement de perspective que nous proposons. Donc, en haut, c'est la vision classique, les intermédiaires, il y a les artistes, pour le dire vite, les publics, et entre-temps, les intermédiaires. En fait, on a un schéma plus complexe. Il faut substituer donc à cette chaîne l'idée d'un système d'interdépendance qui lie les producteurs, les intermédiaires et les prescripteurs. Alors, nous avons identifié dans ce système 3 familles de ce que nous appelons les territoires d'activité qui le composent, la distribution des produits, la prescription, on parle des critiques, et la production en tant que telle. Et dans un deuxième temps, il ne faut pas simplement voir la dimension coopérative des acteurs multiples de la création, mais aussi, ce que montrait bien le schéma linéaire, une collaboration continue, etc. Mais en fait, le schéma plus éclaté qu'on présente en bas montre qu'il y a une dimension conflictuelle et que les intermédiaires, c'est ce que montre le schéma en dessous avec les flèches doubles, c'est que les intermédiaires, les différents acteurs, quel que soit leur rôle effectif, luttent pour investir les territoires des autres. Les prescripteurs luttent pour entrer dans la production veut faire la prescription, les distributeurs, etc.
C'est pourquoi donc, les flèches du second schéma ne sont plus seulement à sens unique, mais à double sens. Elles indiquent ces luttes et ces tensions. Alors, ce que nous avons appelé, je vais l'exemplifier un peu, décidé d'appeler les systèmes d'intermédiation, peut donc être conçu comme une écologie d'activités, un ensemble d'activités interreliées. Et ici, les flèches indiquent des catégories d'intermédiaires qui tentent d'occuper les territoires d'autres intermédiaires, donc dans le cas du cinéma contemporain. Et par ailleurs, les groupes qui sont indiqués en gras, distributeurs, producteurs et agents dominants, par exemple, les distributeurs, comme dans le cas des chaînes de télévision, peuvent être considérés comme des intermédiaires dominants parce qu'ils sont capables d'occuper les deux autres territoires, la production et la prescription des films. Et les critiques sont, par exemple, dans ce secteur, des intermédiaires au poids moindre parce que leur territoire d'activité est aujourd'hui contesté par d'autres groupes d'acteurs. Donc leur autorité est contestée et en tout cas leur travail est accaparé par d'autres acteurs. Donc, et vous l'avez constaté, notre propos n'a donc pas été de définir qui est intermédiaire ou qui ne l'est pas, mais d'interroger les mondes de la production culturelle depuis cette entrée qui est peu considérée, et plutôt que par les artistes, plutôt que de considérer uniquement la création par le biais des artistes, des producteurs en tant que tels, culturels, afin d'observer comment les territoires d'activité qui composent la création se répartissent et évoluent. Alors, une autre possible représentation graphique un peu rapide, mais éclairante, c'est ce schéma donc, qui propose une version diachronique du schéma précédent. Apparaissent sur ce schéma l'émergence, la disparition et le déplacement de certains groupes d'intermédiaires d'un secteur de création donné, ici celui de l'art vivant entre le XVIIIe et le XXe siècle. On observe la montée et le déclin du salon comme mode de consécration entre la fin du XVIIIe et la fin du XIXe siècle, ou bien encore l'émergence de la critique d'art comme un acteur central des marchés de l'art et son déclin probable depuis quelques décennies. On peut aussi, c'est la dernière séquence chronologique, s'interroger sur l'importance des grands collectionneurs dans la prescription actuelle de l'art contemporain. Donc vous voyez donc ces luttes et ces transformations d'intermédiaires pour ce secteur particulier. Donc l'argument général, pour le synthétiser en une phrase, la production culturelle, la création, est intégrée dans et produite par un système d'intermédiation. L'œuvre est le produit de ce système d'intermédiation et donc ne peut pas être seulement relevée de l'observation de l'artiste. Et ce système d'intermédiation diffère selon les lieux et les époques et se transforme. Alors, le deuxième point, oui, c'est celui-là, l'état de l'art, pour faire une synthèse de ce qui avait été, de ce qui est fait, de ce qui était disponible sur cette question. L'état de l'art sur la question de la place des intermédiaires montre qu'il y a que la littérature économique, la littérature sociologique ou historique a plutôt souligné le nombre et la fonction croissante des intermédiaires et des prescripteurs culturels dans les mondes de l'art, alors que dans une autre perspective, l'étude des industries numériques questionne, comme on va le voir ensuite, l'hypothèse d'une désintermédiation, c'est-à-dire d'une perte de rôle de ces fonctions intermédiaires à cause des nouvelles technologies. Ces hypothèses, en fait, vous voyez, sont contradictoires, et les travaux empiriques sur ces sujets restent limités et le plus souvent monosectoriels. Sans la dimension comparative qu'on a essayé de mettre en œuvre, nous, en essayant de voir le rôle des intermédiaires dans différents secteurs, notamment les deux que j'ai évoqués. Donc, pour avancer, quels étaient les objectifs de notre enquête de ce point de vue-là? C'était de voir, justement, dans cette perspective comparative, de voir de façon descriptive, face à différents secteurs d'univers d'activité, le cinéma, la musique, l'art contemporain, l'édition et d'autres, les arts graphiques, etc., qui sont hétérogènes entre eux et en transformation rapide. Et nous avons
nous avons d'abord voulu repérer des relations sociales stables au milieu de ces rapports de travail souvent intermittents et discontinus. Et cela nous a conduit donc à construire un cadre d'analyse qui pourrait être valable pour les différents secteurs de la création et les différentes activités d'intermédiation et de prescription. Donc l'enjeu de l'enquête, c'était d'adopter une définition étendue de l'intermédiation culturelle, incluant une diversité de protagonistes des mondes de l'art situés entre l'artiste et le public. Et même si notre enquête s'est concentrée avant tout sur les intermédiaires du travail, agents littéraires, managers de formation musicale, agents d'artistes et de talents dans le cinéma, directeurs de casting, commissaires d'exposition et galeristes d'art contemporain, pour quelques terrains que nous avons faits, nous avons par ailleurs appelé prescripteurs des individus ou des collectifs qui proposent d'orienter les choix du public de la culture, comme le font les critiques ou les sites internet de vente en ligne. Alors, pour rentrer un peu dans les résultats et les différentes approches, le troisième point, donc, nos principaux résultats vont être présentés ici en tentant d'extraire de ces enquêtes, sur des terrains particuliers, 3 points de vue plus généraux sur les intermédiaires culturels et la création. Et ces points de vue sont concentriques, allant de ce que nous avons appelé des systèmes d'intermédiation aux pratiques d'intermédiation et de prescription, en passant par les agents de ces pratiques. Donc on descend, on baisse en généralité. Alors, commençons par donc le niveau, comment dire, plus général, les systèmes d'intermédiation. Et donc là, si on fait une comparaison intersecteur, 2 observations principales ont retenu notre attention. Premièrement, les activités d'intermédiaires paraissent de plus en plus concurrentielles avec le temps, ce dont témoigne la libéralisation récente de plusieurs d'entre elles. Et bon, c'est des secteurs très particuliers, peut-être il faut être un peu spécialiste pour les connaître, mais des secteurs qui étaient fortement corporatistes, au sens où les droits d'entrée étaient protégés légalement, etc. Donc il fallait être c'était pas des professions à statut, mais qui ressemblaient à des professions avec des droits d'entrée forts et des modalités de reconnaissance par des instances, ont été récemment libéralisées. Par exemple, les activités de commissaire-priseur en France en 2000, ou d'agent artistique. Avant, il fallait une licence étatique pour être agent artistique, ce n'est plus le cas depuis 2011, ce qui a fait perdre de l'importance et du poids à ces instances de consécration de ce type d'intermédiaire, et ça a permis un plus grand nombre d'intermédiaires et l'entrée sur ces marchés d'individus qui n'y étaient pas précédemment. Donc une plus grande concurrence depuis au fil de l'histoire et récemment. Deuxième observation, au sein des activités d'intermédiation où la concurrence a été libéralisée et s'est ouverte, 2 configurations marchandes semblent dominer dans le domaine de la culture. D'un côté, un marché atomistique, c'est-à-dire une infinité de demandeurs, et l'oligopole à franges de l'autre, c'est-à-dire une structure très concentrée avec au pourtour des individus qui sont marginaux mais gravitent autour des structures les plus importantes, notamment les grandes maisons d'édition avec des petites maisons d'édition autour qui jouent dans des rôles d'innovation. Alors l'exemple qu'on a pris là, que j'ai pris là, c'est celui des agences de talent dans le domaine cinématographique, donc, qui place les artistes dans les films. Et si on fait des comptes, et ça c'est les travaux de Violaine Roussel notamment et de Karim Amou, une entreprise, vous voyez, 7 majors réalisent 75% des placements d'artistes en 99, 2004 et 2007, et la plus grosse agence française Artmedia en réalise 40%, donc 40% du marché est détenu par cette agence. Et ensuite, on a décliné cette réalité de
d'une organisation monopolistique, avec le fait que 9 agences moyennes ont réalisé de 10 à 21 placements chacune, alors qu'une multitude de petites agences réalisent moins de 10 placements. Donc on a une structure une organisation très structurée de ces marchés de l'intermédiation. Le deuxième point, c'est que autour de ces systèmes d'intermédiation, c'est que ces activités d'intermédiation et de prescription se sont multipliées et on a une augmentation, quel que soit le secteur, de la division du travail, une segmentation et une spécialisation des divisions du travail d'intermédiation. Et là, c'est un extrait d'entretien d'un agent américain, sans doute collecté par Gilles Roussel, qui est spécialiste des questions de cinéma. Et lui dit, donc je le dis en même temps que vous, il y a une étiquette, vous êtes agent littéraire, vous êtes agent de talent spécialisé, vous êtes un agent de jeux vidéo, vous êtes un agent dans le numérique, vous êtes un agent dans l'édition, et vous avez toutes ces marques très spécifiques. Maintenant, c'est super pour les agents qui sont au top, parce qu'ils ont tous ces atouts à la fois, ils sont capables de concentrer toutes ces spécialités. Mais quand vous êtes un ouvrier d'usine comme moi, un petit agent, en tout cas un agent au bas de l'échelle, vous êtes coincé dans une petite case. Donc on a une spécialisation qui segmente les capacités d'action, excepté au pôle dominant, le plus large. Et par ailleurs, on a une croissance des chiffres d'affaires des marchés, une multiplication des territoires, c'est-à-dire que on peut aussi observer qu'en deçà d'un certain niveau de transaction, l'intermédiation a des difficultés à émerger, c'est-à-dire que quand les secteurs sont petits, comme la bande dessinée, les agents d'auteur ont beaucoup de mal à imposer leur rôle. Troisième point sur les systèmes d'intermédiation, le troisième constat dans le secteur des industries numériques, donc avec le cas de la musique, on pourrait penser, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, on pourrait penser que l'entrée du numérique dans les secteurs culturels invalide ce constat d'une multiplication des intermédiaires dans les secteurs de la création artistique. Or, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec l'idée de désintermédiation. Le fait que le numérique permettrait des contacts directs beaucoup plus faciles entre les producteurs et les consommateurs. Or, l'étude conduite sur les musiques numériques indique que la situation est en réalité beaucoup plus complexe. En même temps qu'on a une désintermédiation éventuelle, on assiste aussi à une réintermédiation, notamment du côté de la prescription. Les entreprises, les startups qu'on a étudiées occupent en effet des fonctions d'intermédiation à de très nombreux niveaux, soit entre les artistes, les entreprises qui s'occupent de la valorisation des musiques notamment dans le domaine numérique, soit elles jouent un rôle entre les artistes et les producteurs, soit elles jouent un rôle entre les artistes et les consommateurs, ou entre les producteurs de musique et les consommateurs, avec des sites que vous connaissez, enfin des startups que vous connaissez, comme Deezer ou Spotify, qui se sont imposés sur ce marché. Donc on a une variété de situations. On a à la fois des contacts plus directs, des intermédiations d'une certaine part, mais des acteurs qui rejouent cette intermédiation autrement, et une séparation des fonctions d'intermédiation technique, de la logistique et de prescription, et une diversification des formes de prescription entre les promoteurs, les consultants et les distributeurs. Ce qui est intéressant aussi, et je l'évoque comme ça, c'est le dernier point de cette diapositive, c'est qu'il n'y a pas d'entreprises qui se sont positionnées directement sur la direction artistique en tant que telle dans ce secteur musical. Alors, ce point des industries numériques, ça a une autre manière de voir ce même phénomène complexe d'intermédiation et de désintermédiation, et de constater que sur Internet, en même temps qu'on a un accès plus direct à des musiciens amateurs, que des musiciens amateurs ont un accès plus direct aux producteurs et au public, par ces outils numériques ou par ces sites numériques, la focalisation croissante de la prescription sur quelques artistes, on a une focalisation croissante de la prescription sur quelques artistes et quelques produits. C'est ce qu'on appelle l'effet podium. Il y a une ouverture du marché, mais l'accès n'est pas équivalent pour tous. Donc on a d'un côté une promotion des pratiques amateurs et une possibilité de les mettre en vitrine, et par ailleurs une concentration de la valorisation sur quelques artistes.
Autrement dit, certaines startups agrègent, certaines startups numériques agrègent une offre très large, tandis que d'autres la sélectionnent drastiquement et ont une offre beaucoup plus concentrée. Mais à l'échelle globale, ces deux stratégies sont en réalité le revers l'une et l'autre d'une même réalité et s'auto-renforcent. Ainsi, sur Internet, l'intermédiation culturelle pourrait être en définitive quelque chose de complexe et d'ambigu, et en tout cas être dans une phase de croissance. Alors, autre cas, sans pouvoir m'attarder, parce que le temps avance, mais sans pouvoir m'y attarder trop, quelques conclusions plus spécifiques concernant des secteurs que nous avons étudiés, ici le cinéma. Après enquête, on se demande si la double montée des agents et des distributeurs n'est pas en train de réduire ce que nous avons appelé le territoire des producteurs. Et en effet, on voit apparaître un poids croissant des distributeurs qui ont, du fait de leur puissance sur les différents marchés qu'on a évoqués là, de l'exploitation en salle, de vidéo à la demande, etc., ont de plus en plus de moyens de peser sur la création elle-même. Donc c'est la partie d'intermédiation au niveau de la distribution des films qui pèse de plus en plus sur ce qu'on appelait le court-circuit des producteurs, en tout cas une question qui pèse de plus en plus sur la création, donc qui pèse en plus sur les contenus. Dans le secteur de l'art contemporain, pour prendre un autre terrain, comme dans le monde des producteurs du cinéma, les galeristes voient aujourd'hui leur territoire d'activité contesté, par exemple par les maisons de vente, par les maisons de vente aux enchères, et plus largement le couple galerie-musée qui, on l'a vu dans un schéma précédent, qui semblait central depuis les années 70 pour définir le sommet du marché et les consécrations, est peut-être en passe de céder la place à d'autres alliances d'acteurs comprenant les commissaires d'exposition auxquels nous avons consacré une enquête spécifique. Donc on a une libéralisation que j'évoquais aussi tout à l'heure du métier de commissaire-priseur, en Europe en tout cas, et une montée en puissance de ces maisons de vente aux enchères. Et l'exemple qu'on a pris là, c'est un exemple que vous vous souvenez peut-être, la vente directe par un artiste de sa production, de Hearst, Damien Hearst, donc cet artiste anglais très très connu. Le Monde, à cette occasion-là, c'est une vente en 2008. Le Monde, donc le quotidien parisien, disait à cette époque-là, c'est un coup de tonnerre dans le landerneau artistique. Sotheby's vendra aux enchères, le 15 et 16 septembre à Londres, 223 œuvres récentes de l'artiste britannique Hearst, pour 65 millions de livres, etc. Damien Hearst réécrit les règles du marché, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intermédiaires, les galeristes sont dépossédés, c'est l'artiste qui directement peut mettre sur le marché sa production. Donc c'est un artiste unique qui organise une vente sans galerie, et ça a frappé les esprits parce que ça a eu un succès considérable, et c'est un exemple clé de la transformation des logiques d'intermédiation dans ce secteur particulier. Ce qu'on a aussi comme autre intermédiaire qui monte en puissance, c'est le développement de systèmes de cotation par des agences des agences qui existent sur Internet et qui vendent leurs services de cotation, qui réunissent les prix de vente des ventes aux enchères comme Artprice et Artfact, et qui deviennent de fait des instances qui cotent et qui ont en main la cotation des artistes, et qui donc prennent un poids très très important dans l'évaluation de l'art, ou alors des lieux, des foires internationales de l'art, mais dans d'autres secteurs c'est valable aussi. Donc je l'ai évoqué aussi, le poids donc, des commissaires d'exposition qui reprennent la place du système galerie-musée qui était le lieu de consécration des artistes dans les années 60-70 et auparavant. Dernier point de vue sur un autre secteur pour ces systèmes d'intermédiation, sur les musiques actuelles, les musiques contemporaines, l'auto-intermédiation des artistes au service des artistes nous semble ici reculer sur le long terme, non pas démographiquement, ça veut dire que les artistes qui font leur auto-promotion, c'est encore très fréquent pour le plus grand nombre, notamment grâce au cadre numérique, mais au sens où aujourd'hui il est devenu quasi impossible de faire carrière soi-même,
l'auto-intermédiation n'est plus une conquête d'émancipation, de capacité de se faire reconnaître pour un artiste, mais devient une contrainte et comment dire, une contrainte subie. Les managers qui représentent les artistes dans toutes leurs activités vont s'imposer face aux agents, et pour réussir, il faut effectivement passer par ce type d'intermédiaire pour réussir à avoir accès au marché et au public. Alors, est-ce que des conclusions générales peuvent être tirées de ce rapide tour d'horizon des différents systèmes d'intermédiation dans quelques secteurs culturels? En fait, ce qu'on constate, c'est une division du travail accrue, donc une séparation des rôles beaucoup plus large et beaucoup plus identifiée, un recul, comme je viens de le dire pour la musique, de l'auto-intermédiation, donc de l'autopromotion individuelle, et une ouverture des territoires d'activité qui augmente la concurrence et augmente les phénomènes précédents. C'est ça les tendances un peu lourdes des systèmes d'intermédiation dans les différents secteurs. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on essaie de descendre un peu de niveau. On était au cadre général des systèmes d'intermédiation. Descendons maintenant à l'étage des agents de l'intermédiation. Notre première observation est que les conditions de travail des intermédiaires ressemblent beaucoup à celles des artistes. Comme c'est noté ici, en fait, ces intermédiaires, et parfois ces nouveaux intermédiaires, en règle générale, et pas pour les plus dominants bien entendu, c'est que les revenus moyens sont faibles et les inégalités entre les intermédiaires sont très fortes, et qu'il y a une très forte pluriactivité et un turnover très très important dans ce type d'activité. Nous avons très souvent rencontré dans nos questionnaires des intermédiaires ayant très peu de revenus, comme ces commissaires d'exposition, dont les 3 quarts en France touchaient moins de 5 000 € annuellement de leurs activités, ce qui représente 5 000 € de mois de salaire d'un professeur qui débute à l'université, donc c'est vraiment pas grand-chose. Ce type de démarche a permis de rééquilibrer le regard sur les intermédiaires en observant aussi les individus qui ne parviennent pas à entrer dans ces activités et en tenant compte de la stratification sociale des agents, des ressources sociales qui permettent à ces individus de s'imposer dans ces métiers d'intermédiation. Donc c'était l'idée de ne pas se concentrer sur les agents dominants, comme on le fait par exemple souvent dans les mondes de l'édition, on parle toujours du plus gros, et de voir aussi qu'il y a toute une zone un peu grise, là, les 2 exemples donnés, c'est les managers de la musique et les commissaires d'exposition, donc une zone plus grise d'un nombre très important d'individus, mais qui vivent très très difficilement de leurs activités, ce qui a aussi un poids sur leur définition du métier, leur rapport aux artistes, etc. Donc, autre élément, ce qu'on constate et qui est non négligeable, c'est que pour ces agents d'intermédiation, ça concerne leurs ressources, je l'évoquais, et notamment leurs ressources scolaires et en termes de diplôme. Le diplôme est un prérequis de plus en plus important pour accéder à ces positions d'intermédiaire culturel. Comme chez les artistes, la certification scolaire est devenue un point de passage plus souvent obligé pour les aspirants intermédiaires. Donc il y a une professionnalisation par le diplôme pour rentrer dans ces carrières, ce qui est aussi un constat qui a été fait pour les métiers artistiques. Et parallèlement, c'est le deuxième point sur cette diapo, la valeur relative des formations semble avoir changé au fil du temps. Il faudrait préciser, mais c'est un point qu'en tout cas dans le monde de l'édition, je n'ai pas fait d'études statistiques, mais c'est très net. On observe une montée de la légitimité des formations juridiques et gestionnaires dans plusieurs secteurs et dans plusieurs territoires d'activité de l'intermédiation, comme c'est très net, ça c'est Laurent Jean-Pierre, Séverine Sofiot et Isabelle Moyot qui l'ont montré, pour les commissaires d'exposition d'art contemporain. Les formations juridiques ou gestionnaires sont aussi plus ajustées, c'est un autre élément de cette idée, plus ajustées à des segments fortement industrialisés des mondes de la culture, des éléments où la concentration économique est de plus en plus forte, comme dans l'édition ou d'autres secteurs, et donc les ressources juridiques et gestionnaires, les compétences juridiques ou gestionnaires sont très valorisées et sont celles qui permettent de rentrer plus facilement dans ces métiers. Donc on l'a constaté par exemple pour des populations comme le commissariat d'art contemporain ou les agents de talent à Hollywood dans les années 80 ou de musique classique dans les années 2000, on a ce type de
de phénomène. Alors, ces compétences en évolution sont à mettre en rapport avec un changement des compétences requises dans les activités d'intermédiaires. Donc c'est lié aussi aux transformations des marchés en tant que tels. L'exploitation économique des règles juridiques devient un élément plus central à côté des compétences habituelles de relationnel, informationnel, et qui étaient requises. Donc c'est tout ce qui est, comment dire, mise en forme du catalogue, de l'entretien de la société professionnelle, etc., et aussi maintenant devient supplanté, ou en tout cas perd de l'importance par rapport à l'exploitation économique des règles juridiques, comme c'est écrit, et notamment par l'augmentation de l'exploitation des droits voisins et de la fragmentation des contrats, à savoir que les contrats ne sont plus signés pour une œuvre pour une exploitation globale, mais pour des exploitations particulières sur le numérique, pour le cinéma, etc. Et donc ça exige une spécialisation des agents, et ça exige le rôle des agents. Ce n'est plus seulement une activité que peuvent réussir et imposer des artistes. Alors, si on essaie de rassembler ces différentes données d'ordre sociologique et de les articuler aux hypothèses plus générales qu'on a évoquées tout à l'heure avec les systèmes d'intermédiation, il semble que les populations d'intermédiaires soient structurées par une double opposition. C'est un peu ce qu'il y avait en toile de fond des points précédents. D'une part, on a une segmentation entre des intermédiaires qui sont statutaires, en général salariés, et des intermédiaires qui sont beaucoup plus précarisés ou qui sont salariés sur des contrats courts ou indépendants. Et d'autre part, ça recoupe des incarnations comme commissaire d'exposition et conservateur de musée, donc conservateurs de musée qui sont intégrés en France, soit fonctionnaires, en tout cas employés de ce type de structure étatique, ou alors des commissaires d'exposition qui fonctionnent par contrat et par projet, où ça recoupe des oppositions en type de structure de production pour les musiques actuelles entre les majors qui offrent des postes plus stables et des maisons indépendantes dont les activités sont beaucoup plus labiles pour leurs salariés. Et d'autre part, on a deux formes de cumul d'activités. Les statutaires, les intermédiaires statutaires tendent à être polyvalents, c'est-à-dire à étendre leurs activités à plusieurs territoires où leurs activités se renforcent mutuellement. Donc, ils ont beaucoup plus de terrain d'action. Ils interviennent sur la gestion des droits, sur la promotion, etc. Et ces activités se renforcent et ça renforce leur position. Quand les précaires tendent à être plus réactifs, c'est-à-dire à compenser des positions fragiles par des activités d'appoint, c'est-à-dire qu'ils sont intermédiaires dans le milieu de la culture, mais par ailleurs, ils ont un métier qui leur permet de compenser leur déficit d'activité et la précarité de leur situation. Alors, le tableau suivant est difficile à lire, un peu difficile à lire parce qu'il essaie de synthétiser un peu des points et de résumer quelques-uns des différents éléments apportés jusqu'à présent par la description des différents types d'activités, des systèmes et des agents d'intermédiation. Mais on retrouve dans ce tableau donc, qui oppose selon différents items, secteur de production, division du travail, les industries culturelles, donc des lieux beaucoup plus rationalisés, économicisés, financiarisés, et une création plus artisanale, plus précaire. Nous retrouvons quelque chose de bien ancré dans le regard qui est porté sur les mondes de l'art et des secteurs culturels, l'opposition, mais aussi la complémentarité forte, puisque ces deux pôles s'alimentent, dans un même secteur entre un mode de production industrielle et un mode de production artisanale. Donc c'est un des résultats de notre recherche, c'est de montrer que ces secteurs sont caractérisés en fonction de la proportion aussi des statutaires et des précaires dans des populations d'agents intermédiaires et en fonction de la distance sociale entre les intermédiaires et les artistes. Troisième et dernier point, après ce tableau un peu touffu, troisième et dernier point, angle de vue pour cette synthèse, que font les intermédiaires culturels? Alors, premier point, c'est qu'on n'a pas
tenter d'étudier leur performance, c'est-à-dire leur rendement propre. Ce qui nous intéressait, c'est ce qu'ils faisaient comme opération au quotidien. Et une première pratique évidente est principalement la sélection des œuvres et des artistes, et par là, la possibilité de transformer du non-art en art, de l'amateur en professionnel, bref d'esthétiser des pratiques culturelles. Et c'est les images prélevées ici dans le monde du graffiti art, c'est une enquête de Pierre-Antoine Veil, montre comment le succès de cette opération dépend de la centralité de certains intermédiaires, et que cette centralité est souvent le corrélat d'un cumul des rôles. C'est deux exemples un peu vite mis, je ne sais pas si vous les voyez. Donc c'est deux agents intermédiaires dans le domaine du graffiti art. Donc à gauche, Arnaud Oliveux, qui est un agent, je prends une définition qui a été donnée lui, expert en art contemporain et spécialiste en art graffiti chez Arturia, donc qui est une grande galerie de maison de vente très importante à Paris, et donc où il a réussi à imposer cette type d'art contemporain. Et le deuxième à droite, donc la photo est difficile à voir, mais c'est l'homme qui est assis sur le canapé au fond, sur ce tableau. C'est Alain-Dominique Galantia, qui est architecte et collectionneur, et qui, on ne le voit pas, mais qui est aussi mécène de ce type d'artiste, de graphiste de street art sur des toiles. Et là, donc, c'est une définition qui donne de lui sur le site internet qui lui présente son goût pour la rue, la couleur, le pousse à défendre le graffiti sur toile, dont il expose régulièrement les œuvres dans les musées français et étrangers. Et là, vous le voyez donc en compagnie du Premier ministre français, vous ne le reconnaissez pas, mais il a fait exposer à Matignon, des toiles dans le palais présidence, pas le palais de résidence du Premier ministre français. Il a fait exposer une vingtaine de toiles de sa collection. Donc c'est tout ça pour dire que c'est un architecte, collectionneur, mécène, qui a manifestement des réseaux politiques, etc. Donc il cumule les activités pour imposer et faire de cette forme d'art de rue une forme d'art reconnue, vendable sur toile, ce qui n'était pas le cas forcément des œuvres exposées ou faites dans la rue. Donc c'est un des rôles, c'est d'être des intermédiaires centraux qui cumulent et qui sont capables d'imposer des formes d'art. Deuxième point, à côté des fonctions habituelles de sélection et de valorisation des artistes et des projets, on constate que les intermédiaires semblent porter, leur rôle semble de plus en plus porter sur les personnes des artistes, au point qu'on peut se demander si un nouveau format d'artiste n'est pas en train de s'imposer, que pourrait résumer l'injonction mal définie à ce qu'on entendait dans les entretiens, à être professionnel, à être pro. Il va dire à l'artiste, il faut que tu sois un professionnel, il faut que tu calibres ton curriculum, ton book, tes façons d'être, etc., ton discours. Et c'est un discours qu'on rencontre dans une modalité d'investissement qu'on rencontre dans les différents secteurs étudiés, et jusqu'au pôle emploi spectacle, donc, qui est le lieu de rétribution par l'État des chômeurs du monde artistique en France, où on a observé aussi ce type de pratique, de professionnalisation des artistes. Donc une injonction croissante et très floue à être de plus en plus professionnel, et donc une nouvelle définition du rôle d'artiste et de la figure de l'artiste face à des intermédiaires qui imposent des modalités d'existence et des modalités d'être récents et beaucoup plus rationalisés, beaucoup plus professionnalisés. Donc on retrouve ça dans les résidences d'artistes, dans le calibrage des projets, on retrouve ça dans les festivals de la bande dessinée, et on retrouve ça aussi dans d'autres secteurs comme la musique classique. C'est l'extrait. Donc il faut, dernier point, je crois sur ce point-là avant ma conclusion, il faut enfin remarquer que la contractualisation de ces intermédiaires est très variable. Ce phénomène a des conséquences donc, selon les secteurs et selon les positions, selon la taille, le poids
les différents intermédiaires et les différents artistes, selon donc cette contractualisation, donc des gains contractuels qui fixent les activités, ça rapporte des conséquences très fortes sur le rapport de force entre les artistes et leurs mandataires et leurs intermédiaires. Et la jurisprudence, donc les règles juridiques que nous avons consultées pour les acteurs et les agents, tend à montrer que ces derniers, les agents, ont beaucoup plus de garanties que les artistes, et que la législation les protège beaucoup plus. Donc ce qui veut dire, ce qui n'est pas un mince effet, c'est que les systèmes d'intermédiation actuels produisent un transfert de risque créatif plus grand du côté des artistes, des créateurs. Le risque est beaucoup plus porté, et de plus en plus porté par les artistes que par les intermédiaires qui sont beaucoup plus protégés dans leurs activités. Donc, conclusion rapide en rappelant quelques éléments de la présentation et des trois points de vue mobilisés, celui des systèmes d'intermédiation, celui des agents et le dernier qu'on vient de voir, celui des pratiques. Du côté des systèmes, on a noté une multiplication et donc une libéralisation des activités d'intermédiation conduisant à plus de concurrence entre acteurs et entre activités. Du côté des personnels de l'intermédiation et de la prescription, on a noté une stratification de plus en plus grande et un poids croissant des diplômes de plus en plus éloignés des pratiques artistiques pour l'accès à la carrière d'intermédiaire et son développement. Et du côté des actions, des intermédiaires et des prescripteurs, on a souligné l'importance grandissante des pratiques de définition de l'être artiste, donc une professionnalisation de l'extérieur de l'être artiste. Alors, la question qui reste, c'est est-ce que ces trois faisceaux de transformation des systèmes d'intermédiation et du poids des intermédiaires sur les mondes artistiques convergent? C'est difficile à dire et il faudra d'autres développements pour le montrer. Mais il semble qu'il y a un lien entre les trois. Alors, pour véritablement conclure, encore deux éléments, je voulais vous présenter, parce que c'était donc une équipe dont je suis le porte-parole aujourd'hui sur une présentation rapide. Donc on avait vous voyez le nom des différents chercheurs et chercheuses qui ont participé à cette enquête durant ces 3 dernières années. Je ne vais pas tous les citer, mais c'était pour vous donner quelques éléments. Donc il y a des spécialistes des industries numériques, des musiques contemporaines, notamment le rap, de jazz, du cinéma, je regarde les noms de la bande dessinée, de l'art contemporain, des graphistes, de l'édition, encore du cinéma, des droits d'auteur, etc. Le dernier point que je voulais évoquer, c'est un programme qui a émergé du travail Impact, et c'est un travail sur les foires internationales du livre, donc un lieu et un format d'intermédiation un peu particulier, puisque là il se concentre dans des institutions qui concentrent notamment des métiers d'agents qui sont de plus en plus importants dans les métiers éditoriaux. Et on constate, donc c'est un travail que je mène avec José Vincent et qui s'est inséré dans le programme Impact, qui lie mon laboratoire, donc le CRESPA CSU et le GREC avec divers financements. Et on constate depuis les années 50, c'est notre point de départ, que les foires internationales du livre sont devenues donc des lieux centraux de ce que Berger appelait les nouvelles frontières du commerce mondial, et qu'elles sont devenues des intermédiaires, des lieux de médiation, de reformulation du marché, des formes professionnelles et des formes de valorisation des œuvres, avec la montée en puissance d'un format d'intermédiaire particulier au niveau international, qui sont notamment les agents littéraires, alors qui ne concernent pas tous les secteurs de la production et qui concernent plutôt les gros auteurs, les grands auteurs, mais qui remodèlent le format de la relation entre auteur et éditeur, puisque c'est la relation à l'auteur est sortie de la maison d'édition pour être concentrée dans les mains de l'agent ou de l'agence d'édition. Donc j'ai mis quelques références et quelques éléments de ce programme d'édition qui poursuit Impact, et notamment un article que nous avons écrit avec José Vincent et la thèse de Maud Boissière-Poitvin et dont on a débattu ce matin sur les foires jeunesse. Merci de votre attention.